planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec Alexandre pour vous parler de Dune, réalisé par Denis Villeneuve, qui vient de sortir en salle. Évidemment, comme tout le monde, on va en parler. On est là pour faire une vidéo avec spoiler, pour parler en détail de ce qu'on a aimé et pas aimé, parce qu'on est globalement d'accord, mais pas d'accord sur tout. Donc déjà, commençons en quelques mots par dire ce qu'on en pense. Alors vas-y, je t'en prie, qu'est-ce que tu as pensé de Dune? Moi, j'ai pensé que c'était un bon blockbuster et qui donnait envie de voir la suite, parce qu'il y aura probablement une suite. Et j'ai passé un grand moment, très spectaculaire. Des grosses scènes d'action qui ont enfin de l'ambition, de la générosité, etc. Il y a un vrai univers, c'est cool de découvrir aussi un nouvel univers sur un écran, quoi. Même si j'avais lu le livre, découvrir un nouvel univers visuellement avec toutes ses particularités, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement stimulant aussi, donc passer un très bon moment personnellement. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a déjà qu'on a lu tous les deux le livre, donc on peut pas faire la vidéo parfaite où quelqu'un l'a découvert et n'a pas découvert à l'écran. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, même si je suis un peu moins emballé. Je trouve qu'en gros, pour dire grossièrement, je trouve que le film, il est hyper excitant, il y a plein de moments très beaux, et en tant que fan de SF et qui aime beaucoup Dune, forcément, je suis super excité de voir ça à l'écran. Après, je suis un peu frustré parce que je pense qu'il manque pas mal d'émotions et qu'il y a une part de... J'ai trouvé le voyage super beau, mais j'étais un peu trop en dehors, peut-être un peu trop cérébral, ce qui n'est pas étonnant pour toutes les critiques qu'il y a contre Villeneuve. Pour rentrer dans les détails, commençons déjà par toutes les choses sur lesquelles on est d'accord. Je pense qu'on est tous les deux d'accord justement pour dire que la mise en scène de Villeneuve, elle est quand même belle, sans surprise. Moi j'adore ce que fait Denis Villeneuve, je pense qu'il n'y a aucun de ses films que j'aime pas, en tout cas de tous ceux que j'ai vus. Je trouve qu'il y a une vraie... j'aime le fait qu'il soit capable de créer une tension avec pas grand-chose, souvent. Moi j'avais adoré par exemple la séquence dans Sicario de la frontière, qui finalement est faite de très peu de choses, mais qui a une tension qui monte énormément très rapidement. Et dans Dune, c'est ça, et en même temps il va au-delà, je trouve dans les scènes intimes il est très fort, mais au-delà, dans les scènes d'action, on sent qu'il est capable de prendre de l'altitude justement en plus un peu avec les ornithoptères, tout ça, et de capter quelque chose d'une envergure, capter l'immensité des vers, de la planète, de son aridité. Je trouve que sa mise en scène fonctionne extrêmement bien personnellement. Souvent on reproche à Villeneuve de faire des trucs très froids, très mécaniques, une approche un peu déshumanisée des designs, un peu brutalistes et tout. Et alors c'est vrai en partie, mais je trouve qu'il y a quand même une fantaisie dans Dune. Notamment, moi je trouve les vaisseaux des Bene Gesserit qui sont assez dingues, ces espèces de formes ovales qui sont totalement de la SF, et on se dit pas forcément que ça a un sens en termes de voler, de planer, ou le carburant, tout ça. On se dit juste c'est un objet de SF, c'est de la fantaisie, et je trouve que ça, souvent on le salue pas, c'est qu'il y a quand même des trucs qui sont complètement fous dans ce film. Mais déjà dans Premier Contact, tu sentais qu'il aimait filmer un petit peu l'étrange, etc. Et je trouve que justement les scènes avec les Bene Gesserit fonctionnent extrêmement bien. Tu parles du vaisseau qui a un design très particulier, mais qui du coup accroche forcément l'œil et donne une sensation de un peu jamais vu quoi, à l'écran. Et d'ailleurs, je pense que globalement, Caladan, c'est une des meilleures parties du film. Visuellement, c'est super beau, c'est de la SF assez sèche, même si c'est une planète humide, mais il y a un truc un peu aride et c'est pour le coup assez désert. Mais les extérieurs, les vaisseaux, les visions qu'on a, je trouve ça assez magnifique, et pour le coup, c'est un des points forts du film. Et quand on rentre dans l'univers avec ça, je pense que c'est hyper excitant. Moi, j'aime bien en plus cette partie parce que je trouve que l'adaptation est bonne, et en même temps, avoir choisi de parler plus longtemps de Caladan par rapport au livre, qui est quand même... très vite débarque sur Arrakis ou fait des détours chez le baron, etc. Là, on passe quand même, je sais pas, une bonne demi-heure à mon avis sur Caladan. Et ils ont créé des scènes spéciales d'ailleurs pour développer les personnages. Et en plus, ces scènes, elles sont intelligentes parce qu'en fait, c'est des scènes qui viennent plus tard dans le livre, qui sont sur Arrakis. Et du coup, ils les amènent avant pour mieux caractériser certains personnages, notamment les principaux, on va dire. Leto, Paul et Jessica, on va dire entre eux, on va dire les Atreides entre eux. Et ça permet aussi de, je trouve, mieux faire fonctionner l'arrivée sur Arrakis comme une planète de tous les possibles, dans le sens avec l'épice, qui est l'élément que tout le monde recherche dans l'univers, et en même temps montrer à quel point ils sont capables de quitter une planète qui en fait est très hospitalière finalement, Caladan, avec... Mais qu'ils ont un peu dompté, parce que ça a l'air d'être un peu les côtes bretonnes au XVe siècle. L'Irlande, l'Écosse, un peu, et en même temps, de se dire, ils sont capables de tout quitter pour aller sur une planète qui est hyper dangereuse, hyper hostile, comme Arrakis, où il n'y a rien à part du sable et des rochers, et pour aller chercher les pistes. Donc ça donne aussi un côté mystérieux d'avoir
passer du temps sur Caladan, je trouve. Ouais. Tu évoquais la musique, on peut en parler maintenant. On est tous les deux, on aime beaucoup la musique d'Hans Zimmer et on trouve tous les deux qu'elle est assez réussie dans le film. Bon, il y a une piste que j'écoute en boucle depuis quelques jours. Et c'est... Je dirais que j'ai un peu l'impression, comme Blade Runner 2049, qu'elle n'est pas si évidente parce que, un peu comme le film, elle a un rythme et elle fonctionne sur des thèmes qui sont peut-être moins lisibles et moins clairs que le blockbuster classique. Et Blade Runner, en la réécoutant plusieurs fois, je me rends compte qu'il y a quand même des morceaux que j'aime beaucoup, mais qui sont un peu étirés dans du sound design, dans des nappes sonores et tout. Dans Dune, il y a un peu ça, il y a quelques thèmes qui sont très beaux, mais c'est pas de la BO c'est pas la BO la plus évidente du monde, je pense. Je suis pas sûr qu'on ressorte avec l'évidence que oui, c'est une BO classique qu'on a aimé ou pas. C'est un truc un peu plus étrange. Il y a quand même l'impression qu'elle se dilue dans le temps et que c'est des trucs qui s'étirent. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté aussi, ça correspond aussi avec Caladan et l'évolution des Atreides par rapport aux Fremen, tout ça, mais la musique, quand ils débarquent sur Arrakis, c'est vraiment genre l'Écosse avec les cornemuses et tout. Je m'attendais pas du tout à entendre ça. C'est étonnant, ouais. Genre, ok, on arrive et on va tout changer, enfin on va pas tout changer, mais on amène notre culture sur une planète qui n'est pas la nôtre. Oui, puis c'est assez étonnant comme choix et couillu parce que l'univers est totalement SF et d'un seul coup tu te retrouves avec une cornemuse, tu fais on est chez Mémé là, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que les personnages vont avancer, comprendre qu'en fait Arrakis, c'est pas eux qui vont la dompter, mais c'est l'inverse, c'est la planète qui va se les approprier. Et du coup, forcément, les musiques qui les entourent deviennent beaucoup plus tribales ou plus chantées ou plus, je sais pas si on peut dire sablonneuses pour une musique, tu vois, mais on va le dire. Mais voilà, donc mais en tout cas plus naturel. Ouais. Et j'aime beaucoup, je trouve que franchement les pistes de Zimmer, elles sont vraiment intéressantes. Et après, je pense qu'aussi Zimmer adore le livre, il faut savoir. C'est pour ça qu'il a pas fait Tenet pour faire Dune, c'est ça? Aussi, ouais. Il a dit Nolan, bon, je t'adore, on fait des films depuis 10 ans, mais bon, cette fois, avec ton film, là, je comprends ciao. Du coup, je pense qu'aussi il a tout donné et il a fait énormément de pistes. Il y a 3 différents disques qui vont sortir. Il y a un sketchbook de 1h30 qui est déjà en ligne. Il va y avoir la musique originale de Dune et ensuite il a fait aussi une musique pour le livre. Donc il y a vraiment un autre pour une fois, il n'a pas fait 3 notes qui se courent après, quoi. Il a fait énormément de pistes. Oui, c'est vrai que pour conclusion, on peut dire souvent Hans Zimmer a été critiqué sur un peu son remix, l'auto-bouffage de ses propres pistes et le fait qu'il était tellement engagé à la chaîne pour faire des blockbusters que finalement, parfois, il commençait à plus être forcément inspiré. Donc au moins, on peut dire que Dune fait partie des trucs où c'est un peu excitant parce que le Hans Zimmer qu'on aime, il revient. Moi, je trouve que c'est vraiment une des pistes les plus originales, en tout cas inspirées qu'il ait faites depuis au moins Interstellar. Autre truc sur lesquels on est d'accord, c'est le casting. Alors, on reparlera de Timothée Chalamet un peu plus tard, mais tout le casting de second rôle qu'on trouve vachement bien. Alors, toi, je sais que tu aimes beaucoup Rebecca Ferguson, notamment. Ouais, moi, je la trouve vraiment bien parce que on y reviendra, mais dans le film, on trouve qu'il y a assez peu d'émotions et justement, elle, c'est au contraire la caution émotion, le quota émotion plutôt d'ailleurs, parce que en fait, elle a la capacité, je trouve, à donner de la force à son personnage derrière une élégance et une beauté qui, justement... un peu froide et glaciale. Et froide, et surtout, tu te dis pas genre c'est une badass, quoi. Pas du tout. Alors qu'en fait, elle réussit à dissimuler derrière son élégance naturelle la puissance qu'elle a par rapport à ses pouvoirs Bene Gesserit, tout ça, son éducation. Ce que je trouve intéressant dans le casting, c'est que quand on regarde tous les seconds rôles, c'est que des gens très identifiés. Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Jason Momoa, ils sont tous passés dans une saga chez Disney, a priori, la plupart. Et ça pourrait être un peu un choix peu inspiré de prendre des gueules aussi reconnues, au-delà du côté bankable, au moins ça fait des jolies affiches à mettre sur Internet. Mais ce que je trouve assez malin, c'est que tous ces personnages sont assez importants dans la mécanique du récit, mais ont peu de temps à l'écran. Et en prenant des acteurs un peu identifiés, il y a un côté aussitôt familier qui fait qu'ils sont très facilement situables dans l'univers. Et par exemple, Jason Momoa, alors je ne suis pas le premier fan de Jason Momoa, même si j'aime bien Aquaman, mais sur le papier, je me dis, quand il arrive en plus à l'écran, c'est facile. Il arrive avec ses muscles, son sourire, son flegme. Je dis, ok, zéro inventivité de casting. Et en même temps, il y a si peu de temps à l'écran pour qu'il puisse exister que c'est une évidence quand il arrive. Je me dis, oui, en fait, il l'a casté avec ce qu'il amène en tant que mec, en tant qu'acteur. Et c'est ça qui fait qu'en si peu de scènes, on y croit. Et je trouve que la relation entre Paul et Duncan, elle marche très bien, alors que pourtant, le casting n'est pas le truc le plus fou de l'année. Justement, Duncan. Et pourtant, c'est pour ça que le récit est si efficace et que je pense que les gens qui ne connaissent pas l'univers ne seront pas trop perdus face à tous ces personnages. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que tous les personnages fonctionnent bien en tant que casting, en tant qu'acteur.
il n'y a pas de mauvais casting en fait. Non, tout fonctionne bien, même s'il y a des personnages qui sont pas assez présents, on y reviendra, mais tous correspondent au... Enfin, moi j'ai lu le livre il y a très peu de temps, donc je connaissais déjà le casting qu'il allait avoir pour Dune. Oui, t'as pas forcément inventé. Du coup, j'ai pas forcément inventé dans ma tête à quoi il pouvait ressembler, mais si je devais inventer, probablement que ce serait pas si éloigné que ça. Ouais, bah Oscar Isaac en Duke Leto, franchement, chapeau quoi. Ouais, moi je trouve que c'est parfait. Ça fonctionne bien. Après, c'est aussi tout un jeu on parlait de la mise en scène, mais tous les CGI, tout ça, tous les effets spéciaux sont tellement bien réussis que aussi au-delà, les décors, les costumes, le souci du détail du film est tellement monstrueux à tous les niveaux, en termes de costumes, en termes de maquillage aussi, du coup, pour le baron Harkonnen. Et ça, en fait, t'as l'impression que vraiment, c'est pas très étonnant avec autant d'argent et Denis Villeneuve, avec Blade Runner, déjà, il l'ai montré, mais tu sens que c'est vraiment un puzzle où chaque pièce, c'est... alors, ça peut être un des défauts du film, mais tout est assez impeccable et parfait. Il a pris vraiment des techniciens qui sont super doués, Hans Zimmer à la musique, les acteurs, c'est vraiment des gens où il n'y a aucun problème sur leur talent. Il y a très peu de risques, en fait, là-dedans. Ça peut être un peu le problème de cette machine qui est quasiment une machine de guerre. Mais comme tu le dis, au niveau technique, moi, les trucs où il y avait pas mal de risques, parce que c'est casse-gueule de montrer à l'image, de mettre en scène les boucliers, par exemple, ou la voix. Ça aussi, je trouve que c'est des réussites. Alors, c'est plus discret, parce que finalement, on les voit pas tant que ça dans le film. La voix, elle est utilisée, quoi, 4-5 fois dans le film. Les boucliers, il y a aussi quelques combats. Mais... quand tu revois à quoi ressemblaient les boucliers dans la version de Lynch, c'est quand même très compliqué de créer ce truc de protection qui soit à l'image, qui masque pas les acteurs. Là, c'est très simple, hein, c'est juste qu'en fait, ce truc-là est quasiment invisible, sauf quand tu l'allumes et qu'il se prend un coup. Ça passe en rouge, du coup, c'est hyper efficace visuellement. Et comme il y a beaucoup d'informations dans cette hard SF à capter et à accepter quand tu commences à mettre les pieds dedans, je trouve que ça, c'est tout simple. Et surtout, c'est pas... T'as pas l'impression que c'est un bloc de CGI qui est collé sur les acteurs et qui peut te sortir de l'univers, c'est juste un petit détail. Et donc c'est de l'efficacité pure. On peut peut-être reprocher que c'est pas super fantaisiste, mais au moins on comprend exactement ce que c'est. Et je pense pas que ça va vieillir autant que le Lynch d'ici quelques années. Après, l'avantage qu'il a, Denis Villeneuve, c'est qu'on est en 2021 et que forcément les technologies par rapport à 84, c'est sûr que faire des effets spéciaux, ça a tellement avancé technologiquement parlant que c'est plus simple. Oui. Mais ça fonctionne bien et puis tu sens qu'il a pas... Enfin, tu sens qu'il a fait un blockbuster où il s'est dit, je vais pas mettre mes personnages devant des fonds verts, mes acteurs devant des fonds verts et attendre que tout soit créé en post-prod, quoi. Tout est... tu sens qu'il y a de la matière, même on parle... les chorégraphies dans ces moments-là, elles sont plutôt... elles sont optimales, je trouve. Je sens qu'il y a un énorme travail. Et puis les ornithoptères, moi, ils m'ont mis à terre, quoi. C'est tellement compliqué de le visualiser et en fait, surtout de rendre le truc fluide parce que ça aurait pu très vite être un bloc, alors que justement là, c'est hyper aérien comme vaisseau, quoi. Et encore une fois, il y a un côté un peu fantaisiste et fou de SF. C'est pas le truc le plus simple, donc ça qui est assez excitant, c'est que. Ah ouais, mais c'est pas juste un vaisseau basique, quoi. Il l'a amené dans autre chose et ça, je trouve c'est dingue visuellement. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de tous ces détails, on peut encore en parler pendant des heures, mais on va nous engueuler, c'est que le projet nous excite et il fait oui derrière là, je le vois là, il veut qu'on arrête. Bon, passons juste à la conclusion de ce qu'on aime bien, c'est que globalement, le projet, il nous excitait sur le papier et en le voyant l'écran, on se dit c'est trop bien. Hein. Ils ont foutu au moins 160 millions, il me semble, dans ce projet, en dehors du marketing. Pour vraiment mettre en scène, adapter un des romans les plus cultes. C'est un truc casse-gueule, ils ont commandé 2 films avec le risque que le deuxième soit pas directement fait. Et c'est hyper excitant et ça donne envie d'aimer le film. Alors, faut pas ne pas voir les défauts pour ça, mais c'est quand même vachement rafraîchissant parce que Dune à l'écran en 2021 et ça fait des décennies que les gens rêvent de réussir à le refaire un jour. Donc rien que ça, c'est hyper excitant. Pas si souvent. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais bon, il y a des défauts. Voilà, donc passons avec cette très belle transition digne de TF1. Alors, les trucs sur lesquels on est toujours d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais dans ce qu'on n'aime pas trop. Ouais. Moi, j'ai envie de commencer déjà par l'installation sur Arrakeen. Je sais que, en fait, on disait que Caladan, c'est un truc qui nous plaît, et je trouve que le film commence un peu à faire des choix qui me semblent un peu moins convaincants quand ils arrivent sur Arrakeen, parce que en gros, quand ils arrivent, entre leur arrivée sur Arrakeen et l'attaque de la ville, dans le livre, il y a plusieurs chapitres qui permettent justement de largement développer les personnages. Alors tu as dit, une partie a été déplacée et inventée sur Caladan, mais il manque beaucoup de choses, parce que dans le livre, c'est pas du spoil, mais il y a beaucoup de doutes, notamment sur Jessica, sur la loyauté de Jessica. Est-ce que c'est elle qui est destinée à trahir le duc, parce qu'il sait qu'il y a forcément des traîtres autour de lui. Il y a aussi beaucoup de scènes sur le choc des civilisations.
entre Arrakis et Caladan, sur les coutumes sur place, sur le rôle de l'eau. Il y a une grande réception qui est donnée, où il parle beaucoup de ça. Et c'est vachement intéressant, puisque en tant que vraiment envahisseur, les Atréides, il y a le duc, à un moment, qui veut arrêter de remplir des bacs d'eau, des fontaines et tout ça. Et en face, on lui dit, donc en fait, tu es en train de dire que nos coutumes sont pas assez bien pour toi. Et c'est vachement intéressant de voir que lui, il pense en sauveur arriver et dire l'eau est précieuse, je vous la donne. Et en fait, sur place, on le regarde, mais qui tu es pour changer nos coutumes? En fait, nous, les palmiers, on les aime, on aime ce côté sacré de l'eau, donc tu te tais, t'es pas là pour réécrire les règles. Et tout ce truc-là, qui est quand même assez important et qui est évoqué dans le film, dans le livre, c'est vraiment longuement développé et ça a complètement été zappé dans le film. Moi, je trouve que le plus raté, l'arrivée sur Arrakis, ça c'est super, je trouve. Oui, c'est beau. Avec en plus les voix qui disent je sais plus comment il s'appelle, Muad'Dib. Muad'Dib, mais c'est même pas ça, c'est l'élu, le prophète. L'élu, le prophète, en vrai. Voilà quoi. Il a un nom particulier, je me souviens plus exactement, mais tout crie et donc tu comprends un peu la mystique. Tu te dis, ok, il y a quelque chose de prophétique, tout ça, et ça commence à s'installer. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Le fait, la musique qui vient contrecarrer, etc. Mais c'est après, quand il rentre, en fait, il se passe énormément de choses dans le livre. Tu disais Dame Jessica, il découvre des pièces, même l'attaque du petit moustique chelou, là, le sort de petit drone. Le drone moustique, Drone moustique, on va l'appeler, qui attaque Paul. Ça a une grosse conséquence dans le livre. Oui. Et il y a une grosse recherche. Parano et de peur qui est installée avec tout ça. Et que là, ça soit vite fait évoqué, genre il se balade dans les coulisses du palais, dans les trucs, et puis il découvre un corps qui est là depuis quelques heures, ou je sais pas quoi, qui est mort depuis un petit moment ou pas. C'est tellement rushé, ça va trop vite en fait. Et surtout, il y a un gros personnage qui est vraiment mal développé pour moi, Arrakeen, et qui était pourtant le gros tournant dans le livre, même si on savait qu'il allait le faire, c'est le Dr. Yue. Le Dr. Yue, c'est pour moi le gros raté du film. C'est un personnage qui a un rôle important sur Arrakeen, puisque c'est lui qui trahit Leto par rapport à ses propres... parce qu'il est obligé, en fait, sinon sa femme va mourir, quoi. Au final, il va comprendre très vite qu'il s'est fait entuber, quoi. C'est de tuer le baron dans la Mais du coup, c'est ça, il y a toute l'histoire de... en fait, je sais qu'il va m'avoir, qu'il m'a eu. Du coup, je vais faire semblant d'être son allié. Je vais trahir les Leto, certes, mais ça permettra de les faire gagner, parce que je vais faire tuer le baron. C'est vrai que dans le livre, tout ça, c'est un gros chapitre. C'est ça. Yue, dans le livre, a tout un chapitre pour lui, quasiment. Et tu comprends le déchirement interne qu'il a, et en fait, effectivement, comme tu dis, c'est pas une surprise de mon Dieu qui est caché dans l'ombre pour le tuer. On te donne très vite la réalité. Du coup, après, ça devient un suspense de « Ah, mais les pauvres, ils savent pas que c'est lui qui va les trahir. » Et tu sais pourquoi il les trahit, et c'est terrible. Et c'est qu'en fait, globalement, dans ce bloc-là, il manque de l'émotion. Il manque les tensions, la peur, la parano qu'il y a entre le duc et Jessica, puisque tu comprends même pourquoi ils sont pas mariés. Ils parlent beaucoup de ces choses-là qui sont vachement importantes, notamment pour la suite, avec Chani, Paul et tout le bordel. Et tu comprends aussi pourquoi la trahison va arriver. En fait, c'est juste, je trouve, ce qui manque à ce moment-là, c'est juste une escalade de tension avant d'arriver à l'attaque. C'est vrai. Et là, c'est en 1 jour et demi, l'attaque arrive. Dans le livre, c'est le cœur du livre. C'est ça, en fait, c'est leur installation à Arrakeen. Donc, et puis surtout, Yue, il arrive de nulle part. Pour quiconque, alors, ceux qui ont lu le livre, pas la complicité. Ceux qui ont lu le livre, ils savent que c'est lui, donc ils se demandent quand est-ce que ça va arriver. Mais ceux qui n'ont pas lu le livre, alors peut-être que c'est pas dérangeant, je peux pas me mettre dans leur situation, mais je pense que ça raconte autre chose, effectivement, puisque t'es pas dans l'attachement au personnage. D'un seul coup, c'est ça. Ah, c'était le docteur. Tu dis mais pourquoi c'est le docteur? Moi je me dis mais pourquoi c'est le docteur, quoi. Genre on l'a vu une fois, il a examiné Paul, est-ce qu'il va bien? Ouais, il va bien, ok. Bon, il y a Maxime qui fait oui. Et puis, lui, il avait pas lu le livre et il sait que c'est comme ça qu'il a ressenti. Il valide ce qu'on dit. Et du coup, on peut parler de la mort de Leto qui, pareil, est ultra décevant. Je trouve qu'elle est arrivée. Et en fait, on s'est dit pareil tous les deux quand elle arrive. Ça y est, c'est maintenant, c'est ça sa mort, parce que c'est quand même un truc hyper important, c'est vraiment la tragédie, c'est terrible. C'est tout l'enchaînement en fait de toutes ces séquences à Arrakeen parce qu'il manque toutes les étapes, justement, parce que d'un seul coup ça arrive et tu dis on est déjà là-dedans, quoi. Moi je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent un petit peu sur Arrakeen, mais c'est pas assez puissant pour que ça transmette la vraie valeur de ces événements-là. Et toute la mort, le sacrifice de Leto, qui croque cette capsule dans sa dent et qui du coup est censé tuer le baron. Et moi j'ai été assez impressionné par le souffle que ça provoque. J'avais pas pensé que ce serait comme ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus... c'est spectaculaire. Et il donne... Là pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien, mais en fait c'est trop rapide en fait. Mais je suis d'accord. C'est en surrythme à ce moment-là. Et le problème c'est que c'est tellement en surrythme. C'est pareil avec... de toute façon sur Arrakeen, il y a beaucoup de choses qui vont pas. La bataille est trop rapide.
les Sardaukar. Alors les Sardaukar, ils sont sur leur planète 5 minutes avant, et puis 5 minutes après, ils sont là à tuer tout le monde. On a eu une vague présentation de qui ils étaient. Oui, bon, en plus c'est explicité par un ou deux dialogues. Effectivement, tu entreaperçois leur monde qui est, encore une fois, évidemment beau et soigné. Mais pourquoi? Enfin, j'en avais pas forcément besoin, vu que tu l'exploites pas plus. Après, ils arrivent et ça surcharge un peu visuellement un morceau d'action qui est déjà surchargé de tous les côtés. Le ciel, il s'embrase, les cadavres, ils s'amoncellent de tous les côtés. Dès que quelqu'un arrive dans un couloir, soit il se fait attaquer, soit il y a un cadavre par terre. Et tout ça, c'est en speed. Et effectivement, t'as pas le truc de tension et de tragédie, je trouve, que t'as dans le livre, parce que tu sais que ce truc qui est inexorable va arriver. Là, en fait, c'est un énorme truc qui arrive sur le film et ça explose de tous les côtés. C'est ça, l'énorme laser, etc. Alors visuellement, c'est spectaculaire, mais le problème, c'est un peu gratuit parfois, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est trop rapide, quoi. Vraiment, moi, c'est ça mon problème. C'est que le film est globalement en surrythme, alors dans cette séquence, dans ce gros ventre de... Et ce surrythme, je pense que ça rejoint un peu un truc sur lequel on est d'accord, c'est qu'il y a trop de personnages. C'est un peu la manière la plus bête de le dire, mais il y a beaucoup de personnages qui sont survolés, qui servent pas à grand-chose. Alors, on parlait de Yue, mais... Même Tufir, t'en parlais aussi, qui franchement est important dans le livre et qui là, limite tu pourrais le retirer, ça changerait pas grand chose, alors que c'est un manta, les mantas c'est un truc qui est vraiment pas trop creusé dans le film. Je pense que personne qui connaît pas le livre en voyant le film se dit il y a des mantas, ils ont ces pouvoirs, c'est des conseillers, c'est... c'est surtout, peut-être qu'ils se disent il y a des mantas, je sais même pas ce que c'est. Ils ont des yeux chelous là. C'est ça, mais surtout en fait ils savent pas leur capacité monstrueuse, ils sont considérés comme des ordinateurs humains. Donc... Et tu sens pas à quel point il est important pour le duc Leto et que c'est vraiment un conseiller et quelqu'un qui est là pour le soutenir. Et Maxima est en train de valider. On sent que c'est un conseiller important, un peu comme Peter De Vries, donc le mec qui est joué par, je sais jamais son nom parce que c'est un peu compliqué à dire. Oui, mais on va mais dire que oui. Le conseiller du baron Harkonnen, qui est pareil, qui a le même rôle que Tufir Hawat, et qui est juste inutile. Genre, il va voir les Sardaukar. Oui. Et puis franchement, c'est une silhouette, quoi. C'est un figurant, il est là. Alors qu'il a un côté vraiment vicieux. Dans le livre, voilà quoi. Après, c'est le problème d'adapter un truc comme ça. Enfin, le livre, il est en 3 parties. Ils ont voulu faire 2 films. Il y a beaucoup de trucs qui ont été zappés, mais c'est vrai que parfois, tu te dis. Limite, pourquoi il est dans le film? Alors, il fallait, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais même Josh Brolin en Gurney, c'est vrai. C'est vraiment pas un personnage. Vraiment, c'est un soldat, un chef soldat, mais je sens pas une relation particulière. Je sens pas trop son rôle. Encore une fois, c'est compliqué d'adapter tout ça, il y a beaucoup de choses, mais la surcharge en termes de le surrythme à ce moment-là avec l'accélération, plus l'impression qu'il y a beaucoup de personnages, donne l'impression qu'il y a quand même... Là, le film commence à patiner, en fait, pour moi, à partir d'Arrakeen, de l'attaque d'Arrakeen, ça commence à être un petit peu le moment où le film dérive et va vers des trucs qui me plaisent moins. Et... c'est le problème de Arrakeen, enfin en fait c'est le problème d'avoir voulu faire le film en 2 parties, enfin vouloir faire l'adaptation en 2 films, pardon. C'est que dans le premier film, il aurait fallu soit s'arrêter à Arrakeen, et en même temps, faire la suite en un seul film aurait été compliqué. Et là, de fait, il sait que ça aurait été compliqué de le faire en seulement 2 films, donc il se dit, bon, je vais aller plus loin, mais de fait, tout ce qui se passe après une immense attaque d'une ville, c'est forcément moins spectaculaire, moins une fois que le pic il est atteint, après ça redescend parce qu'il y a quand même l'attaque dans le siège dans le désert, après il y a la tempête, après il rencontre les Fremen. Tout ça c'est des moments forts, mais après cette énorme explosion de la ville et la mort du duc et tout ça, c'est sûr que ça fait que de redescendre. J'ai l'impression que ça peut que créer un sentiment un peu de soit ça redescend, soit ça stagne, mais jamais ça remonte. Ouais, c'est vraiment le pic, le climax, il est au milieu du film. C'est ça, parce qu'à la fin il y a le petit duel, mais le duel est bien chorégraphié, il y a plein de choses, mais c'est trop petit en fait. Alors que dans le livre ça a une grosse importance, mais même la grosse importance par rapport au livre, c'est le fait qu'à la fin il pleure sur le combat, etc. Et que du coup il donne son eau à un mort et que du coup ça a une valeur inestimable pour les Fremen. Ça, c'est pas évoqué. Donc en fait, l'intérêt du combat est un peu perdu. C'est un peu mécanique. C'est genre, il fallait passer cette étape qui tue un homme et qui se sentent hommes et qui disent non, maman, nous partons pas. Nous allons dans le désert. Mon destin m'appelle. Oui, d'accord. Alors qu'il aurait pu fouiller parce qu'il y a des moments intimes qui sont pas inintéressants. Je trouve. Moi, j'aime bien tout le passage dans la tempête dans le livre et c'est plutôt bien fait aussi dans le film, etc. Et après, le fait qu'ils soient dans leur tente et qu'ils discutent, mais c'est encore une fois, c'est trop rapide, ils n'ont pas le temps de vraiment évoquer ce qu'ils ressentent, etc. On a les visions
Paul, mais à part ça, voilà. De toute façon, globalement, le problème qu'on a avec le film, c'est ce truc de narration, d'adaptation, parce que comme tu l'as dit, le livre, c'est 3 parties, ils en font 2 films, et du coup, ils coupent à des moments, et ils accélèrent des trucs où c'est pas... Alors peut-être parce que on connaît le livre, je sais pas, faudrait parler à d'autres gens, mais en tout cas, je pense que globalement, la narration est le problème. Alors maintenant, on va s'affronter. Sur quoi on n'est pas d'accord, parce qu'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas trop d'accord, et c'est pour ça qu'on pourra mettre débat, et que les gens ne pourront pas gueuler parce qu'on est trop d'accord. Alors, sur quoi on n'est pas trop d'accord? Je peux parler de Timothée Chalamet. Timothée. Alors moi j'ai rien contre Timothée Chalamet, hein. Je trouve que dans Call Me By Your Name il est fantastique et dans les films qu'il a fait depuis et que j'ai vu je le trouve bien. Je trouve que c'est une bonne idée de casting parce qu'il est jeune et il fait encore plus jeune et Paul il est censé avoir 16 ans donc ça marche. Mais je sais pas si c'est à cause de l'écriture ou de lui, mais je trouve qu'une fois qu'il commence à basculer vers la fin, j'y crois plus trop. Il est vachement dans l'intériorité, dans l'introversion pendant tout le film et ça marche. Je trouve que ça, il le fait bien. Sur son visage, il se passe des trucs. Voilà, c'est un peu une toile blanche, donc tu peux projeter plein de trucs sur lui. Mais à partir du moment où il commence à passer en mode autoritaire et à tuer le Fremen et à dire à sa mère, en fait, les accès d'autorité qu'il a à la fin, j'ai beaucoup de mal en fait à me dire que je crois à cette évolution encore une fois parce que c'est trop rapide et je suis pas sûr que je crois en sa stature spontanée d'un coup de passer de l'adolescent à l'homme. Donc ça m'a un peu... Je pense que ça enlève un peu une part d'émotion sur la fin parce que j'ai un peu de mal, je trouve que c'est un petit peu artificiel. Encore une fois, je sais pas si c'est son interprétation, la manière dont il est dirigé, sa stature physique, si c'est juste le rythme, parce que je pense que la narration abîme énormément la fin. Mais moi, Timothée Chalamet, c'est pas le meilleur truc du film et c'est pour ça, je trouve que tout le casting est génial autour de lui, est vraiment solide et lui, alors que pourtant c'est lui qui doit porter tout sur ses épaules. Ouais. Je trouve que c'est moins à la hauteur et ça m'énerve un peu puisqu'il y a plein de gens qui critiquaient ce casting et moi je me dis non, je trouve que c'est un très bon casting sur le papier. Force est de constater qu'à la fin du film, plusieurs fois je me suis fait moi, ce qui m'a plus dérangé, on va dire, sur le combat, on va dire, sur ce qui peut aussi correspondre au film, sur lequel on n'est pas d'accord, c'est plus la photo. Je trouve que la photo est vraiment bien. Globalement, il y a vraiment des très beaux moments, le passage avec les Bene Gesserit, leur vaisseau, tout ça. Oui. Je trouve qu'il y a un vrai beau jeu de lumière, mais même les séquences de spectacle, enfin le sauvetage de la chenille, je trouve qu'il y a ce côté, enfin on ressent vraiment que c'est très aride, quand il y a le sable qui tape dans leur visage et tout, je trouve ça très beau, je trouve très réussi. Et en même temps, il y a beaucoup de passages qui m'ont dérangé parce que je trouve que la photo est très sombre. J'aime bien le travail de Craig Fraser, il donne vraiment vie à beaucoup d'éléments, mais tout le combat entre Paul et Jamis à la fin, on est vraiment dans un entre-deux, quoi. Il fait à moitié jour, à moitié nuit, c'est à moitié le matin, à moitié la nuit. Ils sont dans des grottes, du coup, ils sont au milieu, cachés dans des rochers, donc il peut pas y avoir trop de lumière. C'est bizarre. Mais en même temps, ils sont en extérieur, donc il devrait quand même y avoir un peu de lumière. Du coup, on est vraiment dans un entre-deux, un peu genre... Il faut que ça soit un peu sombre et en même temps pas trop, du coup, on ne sait pas trop sur quoi aller. Et puis, en plus, les personnages sont sombres parce qu'ils ont des tenues quand même très marron, très grisâtres. Donc, en fait, je trouve que là, il y a des moments qui sont trop sombres pour moi et c'est pas... Et fade, surtout, c'est assez plat en fait, à ce moment-là. Et c'est ça, il pourrait y avoir du volume, du relief avec les pierres et puis en fait, c'est pas vraiment utilisé, ils sont sur une parcelle un peu plate. C'est vrai que moi, c'est pas trop cette scène qui m'a dérangé, c'est l'apparition du verre avant qui, pour moi, est un des gros ratages du film. C'est que cette rencontre magique entre Paul qui est sur le bord des rochers et le verre des sables, et il y a un gros moment de contemplation, je le trouve complètement foiré. Parce que l'idée, évidemment, est très belle et je l'attendais comme tout le monde avec impatience. Le design avait été lâché avant dans la promo, donc il n'y avait pas de réelle surprise. Mais je trouve vraiment, pendant la projection, je me suis dit, il y a un problème d'étalonnage, c'est pas possible. Comment un film aussi techniquement précis, rigoureux, peut foirer une image comme ça? On a en plus déjà aperçu le design les dents et la gueule du verre jusque-là, donc il n'y a pas de surprise ou de mystère là-dessus. Mais ce plan large qui doit nous donner l'idée de l'immensité et le choc des échelles, j'ai eu l'impression que ça avait été sous-étalonné pour avoir un espèce de noir qui va dans le gris, qui n'a plus aucun détail, que l'image est complètement illisible et qu'en plus on la filme longuement et qu'on est censé capter et voir que c'est incroyable. Alors ça c'est la théorie, et à l'écran je me suis dit, mais c'est dégueulasse. Et ça, ça s'éternise et tout. Et je me suis dit, ah peut-être qu'il y a un rayon de soleil comme c'est l'aube qui va renverser la scène, créer un truc. Non. Après le verre repart, et je me suis dit, mais cette image c'était une image de la promo, et cette image en promo était plus claire que celle du film. Et dans le film je me suis vraiment dit, il y a un problème, moi ça m'a vraiment beaucoup, ça m'a choqué vraiment pendant le film, je me suis dit, mais... Tout le film est techniquement classe, et là, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? J'ai l'impression que quelqu'un avait pété un câble à l'étalonnage et s'était dit oh, « il faut pas qu'on le voit, c'est dégueulasse » et boum.
Et voilà. Ok, bah moi ça m'a pas plus dérangé que ça. En plus j'aime bien, je trouve qu'il y a un vrai, encore une fois, un souci du détail alors j'aime bien le fait que ça soit enfin une pause parce que même si c'est très court et que ça permet de faire une pause ça, et bien, aussi de découvrir Enfin, il y a une confrontation et en même temps tu sens que le verre peut pas non plus tout faire. Donc ça c'est aussi montrer sa limite, j'aime bien. Oui, puis tu sens le côté mystique comme s'il reconnaissait Paul, il y a un truc un peu qui joue un degré mystique. En tout cas on peut se dire peut-être que il y a encore autre chose et du coup ça accentue le mystère du livre, du récit, etc. Autre petit détail moi, que je trouve assez raté, c'est Chani. Alors, j'ai rien encore une fois contre Zendaya, je trouve que c'est une super actrice et c'est un très bon choix de casting dans le rôle. Oui. Mais le fait qu'elle apparaisse dans ces espèces de rêveries comme des publicités pendant tout le film, j'ai trouvé que c'était tellement simple, tellement cliché. Et ça vient du livre. Dans le livre, il a des rêveries, il voit déjà dans ses rêves Chani avant de la rencontrer. C'est un des Donc premiers trucs ça, qu'il voit, c'est en plus. hérité de ça, du livre. Mais la mise en image, avec cet effet un peu de flou, les regards caméra et tout, vraiment, tu peux mettre Dior à la fin. C'est pareil. En plus, c'est Zendaya, donc c'est une égérie de mode. Et ça m'a tellement... à chaque fois que ça réapparaissait, je me disais, mais qu'est-ce que c'est dommage parce que ton film, tu vois, je parlais au tout début du tempo, il a un truc, il fait pas les trucs comme les autres. Ça veut pas dire que c'est le plus grand réalisateur du monde, parce que j'ai plein de réserves sur lui, mais il a une approche, un tempo qui qu'il utilise d'une manière vraiment différente. Et je trouve que ça, c'est une ficelle ultra impersonnelle. À chaque fois que ça arrivait, je me disais, mais pourquoi tu fais ça? On dirait un sous-Malik, quoi. C'est trop dommage. Ah ouais, moi j'aime bien justement ces visions, mais... J'aime bien les sous-Malik, ça m'étonne pas. Ça non, en fait, c'est pas que je les adule, je trouve que c'est, oui, en effet, un peu simple de se dire, bon, on fait des visions, et puis voilà. Mais moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un vrai décalage entre ces visions et ce qui va être la réalité. Et pendant tout le film, en fait, ça prend son sens sur le dernier plan, quasiment, pour moi, et du coup, je me dis, ok, je comprends pourquoi elle a fait ça, et ok, du coup, je trouve que c'est bien. C'est très esthétique, c'est très publicitaire, on va dire, très Dior, tout ça, enfin, mode quoi. Et c'est des visions. Donc en fait, pour moi, c'est logique dans le sens où Paul, il imagine ce que ça peut être. En tout cas, il a une perception. C'est ça, il y a une question de fantasme globalement, en plus par rapport au personnage de Chani complètement. Et en fait, le dernier plan se répond complètement parce qu'il la voit dans sa vision et en même temps il voit ce que c'est en fait la réalité de sa vision. Voilà ce que c'était. Et c'est quelque chose de beaucoup plus brutal, beaucoup plus rude, beaucoup moins fantasmé. C'est ça, elle est moins maquillée, elle est moins mignonne, elle est juste déserte, des soldats. C'est ça, et du coup c'est beaucoup plus, d'un coup c'est non, tes visions de beauté, de rêves super beaux, où tout va bien, etc., où c'est même apaisant. En fait, non, tu es dans un endroit où c'est hyper compliqué de vivre, tout simplement, de survivre même. Et voilà ce qui t'attend. Donc en fait, toutes les rêveries que tu as eues, toutes les visions que tu as eues, tu les as vues d'une manière aussi esthétisée, etc., parce que c'est tes visions. Mais la réalité sera bien plus brutale. Et du coup, je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième film? Les visions qu'il a eues, s'il les montre d'une manière beaucoup moins enchantée, oui, la réalité, ça peut-être moins héroïque. Ça peut envoyer du pâté. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les visions, même si c'est un peu simple comme procédé, on va dire. Ok, donc t'es d'accord avec moi en fait? Non. Non, j'ai compris. Moi, le truc qui m'a vachement déçu, c'est les Harkonnen. Alors, ah oui, c'est vrai. Je trouve que les Harkonnen, quand même, certes, ils sont pas au centre du début du récit, donc c'est normal qu'ils sont un peu en marge. Et j'ai un peu l'impression que Denis Villeneuve, qui est quand même plutôt dans une approche un peu froide, qui aime les silences, les choses vraiment pas très chaleureuses, il est pas très intéressé par les Harkonnen. Donc, certes, le design, il est très beau, hein, lui qui est sur ses propulseurs, là, qui commence à s'élever et tout ça, c'est très soigné. Ce qu'on voit de son univers, c'est hyper beau, mais c'est d'autant plus frustrant qu'il l'exploite pas. J'ai l'impression qu'il voulait pas aller là-dedans, et c'est dommage parce que une partie de l'univers de Dune, justement, c'est cette énergie hyper baroque, hyper bizarre, vraiment quasiment angoissante, limite horrifique parfois, du côté des Harkonnen. Et là, vraiment, il le touche du bout des doigts avec un bâton. On a l'impression qu'il veut vraiment pas trop y aller. Et je trouve ça assez dommage parce que ça aurait permis de rééquilibrer et d'apporter des trucs justement un peu plus fous dans cette science-fiction. Je passais le film à me dire pourquoi avoir mis les Harkonnen et autant de soins de ce côté-là si finalement c'est 3-4 scènes très rapides et que ça n'intéresse pas plus que ça. Beaucoup de problèmes du film pour moi, parce que moi, peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais le gros problème du film pour moi, c'est
le fait qu'il y a énormément d'infos qui ne soient pas dans le... Ouais, des choix qu'ils ont fait pas de dans le ne film, pas mettre, dont certaines qui concernent les Harkonnen. Concernant les Harkonnen. On peut rien Harkonnen. dire, puisque ce sera dans la suite, on ne va pas spoiler, on va se faire tuer, mais s'il y a bien un élément pour moi qui est problématique dans le film, c'est le fait que, ok, la suite a l'air cool, et ça donne envie, mais comment tu vas faire pour donner autant d'informations dans la deuxième partie, dans le deuxième film, sachant que tu as la deuxième partie à adapter, donc qui est déjà hyper dense, mais surtout à dire tout ce que tu n'as pas dit dans la première partie. Oui, c'est ça. Il y a des trucs il y a des cartouches que les 3 scénaristes ont décidé de garder. Bah, c'est ça. Et alors moi, ça ne m'a pas dérangé, mais c'est vrai qu'en essayant de remettre dans le schéma global, tu peux te dire que est-ce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied? Clairement, ils ont fait un choix conscient de ne pas donner des infos qui auraient pourtant eu un côté très sensationnel de révélation sur tel personnage. Bah, et là, ils l'ont pas fait du tout. Alors ceux qui ont lu le livre savent de quoi on parle, mais moi, c'est ça le gros problème du film, c'est qu'il y a de l'ambition et de la générosité, il y a énormément d'informations, c'est plutôt une bonne adaptation, il y a assez peu de choses qui changent, à part le baron qui tue lui-même. Oui, globalement, voilà, c'est plutôt Yue, alors que c'est Peter de Vries dans le livre, en vrai, ça change rien au récit, quoi, globalement. Mais le truc, c'est qu'il manque tellement de gros tournants, c'est ça vraiment pour moi le problème. Et moi, il y a 2 autres trucs qui m'ont beaucoup dérangé. Alors, il y en a un pour continuer, c'est dans l'histoire, l'adaptation, c'est j'aime pas la fin. De finir sur un Chani qui dit It's only the beginning, genre ce n'est que le début du voyage, je me dis voilà, encore une publicité de merde quoi. Je trouve que c'est vraiment pas, c'est trop facile quoi de finir, ils avancent dans le désert, l'adolescent est devenu un homme, il a bombé le torse et il a dit non maman on va rester là, mon destin est là et ils avancent et tu as la jolie musique, tu as les flûtes ou je sais pas quoi et c'est le début du voyage. Enfin, franchement il n'y a pas un truc un peu plus exaltant. Moi j'ai un peu à la fin je me suis dit déjà t'as étiré cette fin que je trouve interminable après l'attaque d'Arakin jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais il y a 5 moments où ça aurait pu faire une fin. Et à chaque fois que tu repousses, ça va être pire. Et du coup, je pense que vraiment pour moi, ça a fait ça. Et après le combat que je trouve assez inintéressant visuellement, pas très stimulant émotionnellement, avec les Fremen, les Kotiki Janis. Et après, il sort, je me dis, ah ben enfin, ça a l'air d'être la fin. Bah du coup, le soufflet est retombé. Et je trouve que la fin, moi, m'a vraiment laissé un arrière-goût de, c'est trop classique. Après, évidemment, adapter sa liste, c'est sûr que c'est compliqué. Et l'autre truc qui m'a dérangé, je sais qu'on n'est pas trop d'accord, c'est le montage. Pour parler de pur cinéma, c'est... Il y a 2-3 moments où je me suis dit vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, Denis quoi parce que l'attaque de la chenille dans le désert, qui est quand même un des grands premiers moments très forts du livre et du film, je trouve que la scène est assez fantastique, mais elle cut trop rapidement. J'ai l'impression qu'elle se finissait alors que j'étais en train de grimper en termes d'adrénaline et d'excitation, et il cut. Et à côté de ça, dans la bataille d'Arakin, il y a des moments où, quand Josh Brolin il court là au milieu des vaisseaux qui se crachent et tout, je me dis, c'est le début d'une scène d'action, puisque ça fait genre plusieurs dizaines de secondes que je suis là, ça fait 1 minute que je le suis, enfin je sais plus, mais j'avais l'impression que c'était quand même long, c'était pas panorama de tableau du chaos dans la ville d'Arakin. Ouais. Ok, alors que moi c'est tout l'inverse. je trouve que ce qui est fort dans la mise en scène de Denis Villeneuve, c'est qu'il est capable surtout de compter sur son montage. C'est vrai que c'est pas un réalisateur qui a une patte, tu lui dis ok c'est du Denis Villeneuve. Par contre, je trouve la manière dont il monte ses séquences, tu peux te dire ok c'est du Denis Villeneuve. Et moi j'ai ressenti ça devant Dune. C'est pas lui qui le monte, hein, c'est son monteur Joe Walker, mais je ressens sa patte et surtout c'est quelque chose que j'aime bien. Moi tout le sauvetage de la chenille, moi je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Il y a de l'envergure, il y a aussi de la précision, et puis surtout, il y a une capacité à faire de l'action, du spectaculaire, et en même temps faire découvrir l'univers, parce qu'on ne connaît pas du tout en fait le ver. C'est la première fois qu'on le voit. Oui, le ver, l'épice que tu vois figurer, qui est assez joli, tout simple encore une fois, mais c'est une jolie idée, quoi, ces sentiments dans l'air. Et en même temps, voir Paul évoluer, parce que du coup, il capte l'épice, du coup, il a de nouvelles visions, il comprend qu'il a une aura un peu prophétique, enfin, il commence à comprendre. Et du coup, il y a une sacrée tension dans tout ce bordel, parce que le ver approche, tout le monde s'excite dans tous les sens, tu dis mais bouge. C'est ça, et moi je trouve que du coup la séquence, elle fonctionne à merveille, je pense que c'est ma séquence préférée du film. Et au-delà de ça, je trouve que le montage fonctionne bien par rapport à certains trucs qui sont difficiles à adapter, notamment les ressentis un peu... on comprend, par exemple, Paul et sa mère, Dame Jessica, comprennent que le duc, Leto, donc son père, à Paul,
est mort. Mais il le comprend, pas en le voyant, il le comprend spirituellement parce qu'il capte quelque chose grâce à ses pouvoirs. C'est ça, il y a un ressenti. Peut-être que pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, c'est pas assez explicite, mais pour moi, ça a fonctionné extrêmement bien. Et je trouve que le montage, dans sa globalité, est hyper précieux pour le film. Il y a un surrythme dans le récit, mais pas dans le montage, je trouve. Bon, on peut conclure après avoir parlé pendant 3 heures de tout ça. Peut-être qu'on peut rapidement résumer où est-ce qu'on en est par rapport à la suite, puisque au cas où les gens ne savaient pas, même si ça fait des mois qu'on le sait, mais la suite n'est pas officiellement commandée. Donc Denis Villeneuve l'a dit, Warner l'a dit, ils attendent de voir le score du premier pour voir si la suite se fait. La suite est en train d'être écrite. Le projet de base a été de faire 2 films, mais le deuxième n'a pas été commandé. Warner ne voulait pas tourner les 2 d'affilée parce que le risque était trop gros. Donc le film il sort cette semaine en France en septembre, il va sortir en Europe dans la foulée et aux États-Unis en octobre. C'est ça. Ce qui veut dire que c'est novembre-décembre que Warner pourra faire un premier bilan pour savoir s'il y a assez d'argent qui est rentré dans les caisses. Bah c'est ça. Denis Villeneuve a dit que ce serait en décembre qu'il aurait... Enfin, probablement en décembre il saura si c'est oui ou non. Pour Noël. Donc pour Noël, il aura peut-être un cadeau ou une désillusion. On verra bien. J'espère qu'il n'a pas trop de vision fantastique. mais ça sera évidemment un gros enjeu. Je trouve que Warner, je pense qu'ils se sont mis de toute façon tout... je pense qu'ils ont une grande confiance dans le film. Parce que rappelons qu'il y a une série préquelle qui a été commandée et qui est en train d'être développée aussi. C'est vraiment un premier stade, mais sur les Bene Gesserit. Mais tu vois leur ambition de faire un méga univers. Les droits de Legendary, que Legendary avait acheté, c'était à la base pour un série et film. Donc tu sens qu'ils veulent vraiment créer une franchise autour de Dune. Moi je trouve que en plus le fait qu'ils le sortent un peu à l'international pendant un mois avant les États-Unis est quand même un signe de on va tout faire pour que ça fonctionne, parce que vu qu'il sort dans des pays qui n'ont pas HBO Max, donc qui ne l'ont pas en streaming, donc qui n'est pas disponible en téléchargement illégal, et donc que la seule solution c'est d'aller le voir en salle, donc de rapporter de l'argent, je trouve que ça donne de la valeur au film. C'est vraiment genre on va tout faire pour qu'il gagne suffisamment d'argent et qu'il soit suffisamment rentable pour nous, pour que la vision, ou en tout cas la version qu'on veut en faire, puisse aller à son terme, voire plus si c'est vraiment un gros succès, quoi. Après la question c'est de savoir comment ils vont pouvoir comptabiliser ça, comment nous on pourra analyser et observer, puisque avec HBO Max, il y a des rentrées d'argent qui sont clairement floues, sur lesquelles ils vont pouvoir bullshiter. Au cinéma, en box-office, on se dit que dans l'idéal, enfin en temps normal, le film pour être rentable sans HBO Max, il devra faire largement plus de 500 millions. Là, vu le climat, vu qu'il y a très peu de films qui atteignent ce genre de score en temps de post-pandémie, c'est quoi? C'est 300, 400 millions là-bas? En tout cas, ça va être intéressant de voir à partir de quand ils estiment que c'est suffisamment d'argent. Et à quel point, surtout, ça va jouer sur l'envergure de la suite, puisque la suite peut se faire. Ils vont peut-être, pour garder bonne face, la lancer, dans tous les cas. Mais avec quel budget, quelle ambition? Est-ce que, si jamais ça marche pas trop le premier, ils vont faire une suite qui conclut totalement? Ou est-ce qu'ils vont faire une ouverture parce que ça a suffisamment marché? Il y a pas mal de portes ouvertes et de questions en suspens là. Il y a plein de portes ouvertes, d'autant plus que Denis Villeneuve a dit qu'il voudrait bien faire aussi, après Dune, il voudrait faire le Messie de Dune, parce qu'il aimerait bien faire une trilogie dans ses rêves les plus... Il est fou, Denis, il est fou. C'est ça, il est fou, mais il donne envie hein, celui-là. Et enfin, peut-être qu'on peut conclure en disant, est-ce que c'est la meilleure adaptation de Dune à ce jour, sachant qu'il y a eu le film de Lynch, une mini-série sur Sci-Fi en plusieurs parties. J'ai tendance à dire que oui, parce que j'ai vu tout ça et j'ai l'impression que c'est pas l'adaptation parfaite, si jamais il y a un truc qui devait à peu près arriver à ça, mais c'est quand même la meilleure, je pense, à ce jour pour moi. Moi, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu la mini-série, donc je peux pas vraiment donner un avis sur la série, mais bon, globalement, vu que personne n'en parle. Mais les fans aiment bien justement la mini-série, parce que contrairement au film de Lynch, elle est assez fidèle au livre, donc c'est le moment où mes livres servent, mais ça a été plus proche, plus fidèle, et donc ça a pas mal excité les gens en se disant, au moins il y a du respect par rapport aux mots de Frank Herbert. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est visuellement, Sci-Fi n'a pas les moyens de Warner Bros, donc elle est quand même assez kitsch. Même s'il y a de la fidélité, je la trouve assez moche quand même, et il y a des choix de casting un peu chelous. Donc pour moi, le film est quand même, c'est un peu le haut de gamme de ce qu'on pourrait faire avec tous les défauts qu'on a dit, mais voilà, je pense que c'est un peu un des trucs dont on pouvait rêver aujourd'hui, surtout si ça voulait pas d'une saga Dune, quoi. On est dans un monde où un Star Wars s'appelle Dune, et pendant des générations, on va en entendre parler, quoi. Ce serait trop bien, mais en tout cas, moi j'ai vu le film de Lynch, et globalement, il n'y a pas photo. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec un film comme ça, les débats qu'on a dessus sont vachement intéressants, puisque ça reste quand même un film spécial, et sur ces mots-là, je t'invite à faire la conclusion de cette vidéo qui est beaucoup trop longue. Et voilà, notre débat est terminé. Si vous avez aimé notre débat, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à nous le dire en commentaire pour nous dire à quel point c'était bien ou
que c'était pas bien. À quel point vous êtes d'accord avec Geoffrey plutôt, ou avec moi, sur certains points, à quel point vous avez aimé certaines séquences, d'autres pas, si vous adorez le livre, si vous n'adorez pas le livre, si vous préférez finalement la version de Lynch à la version Si vous avez besoin de conseils lecture, si vous voulez qu'on... Aussi, par exemple. Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne sur YouTube, à vous abonner à Écran Large sur le site. On vous met un petit lien en description comme d'habitude. Et puis sur ce, on vous dit à la prochaine fois pour un autre débat. Salut!